Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mercredi 26 juin sur TV78. Voici les titres de ce journal. Les Yvelines toujours en vigilance orange pour la canicule, une période forcément sous surveillance. En maison de retraite, depuis l'épisode meurtrier de 2003, de nombreuses mesures ont été prises pour le confort et la santé des résidents. Reportage dans un EHPAD à Guyancourt. Elle s'apprête à partir pour 10 mois de tour du monde à vélo. L'Arcisienne Alice Thomas va rejoindre les frères Taurin en Amérique du Sud, une aventure pour sensibiliser à l'endométriose, cette maladie gynécologique qui touche une femme sur 10. Et puis c'est notre fil rouge de la semaine ce vendredi, ce sera les 100 ans du traité de Versailles signé après la Première Guerre mondiale. Le restaurant étoilé du Gordon Ramsay au Trianon lui consacre un menu jusqu'en octobre. Nous en parlons avec le chef exécutif Frédéric Larquemin. Mais avant de développer ces titres, l'enquête qui se poursuit dans l'affaire de Magnanville. 3 personnes ont été interpellées ce mardi. Elles font partie de l'entourage du terroriste. En 2016, un homme radicalisé avait assassiné un couple de policiers à son domicile, Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin. Le forcené avait été abattu ensuite par les forces de l'ordre. Les individus arrêtés habitent dans la même zone que le tueur et son complice, autour des Mureaux et de Mantes-la-Jolie. Les 2 autres personnes interpellées, elles, en février dans la même affaire, ont été relâchées faute de preuves suffisantes. Canicule et pic de pollution actuelle, la circulation différenciée mise en place aujourd'hui en Ile-de-France est reconduite pour la journée de demain. Les véhicules non classés avec une vignette critère 3, 4 et 5 ne pourront pas circuler à Paris et dans les communes limitrophes comprises dans le périmètre intérieur de l'A86. Interdiction de 5h30 du matin à minuit. Les contrevenants s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 135 €. Des températures bien supérieures aux 30 degrés dans le département des Yvelines. Ces conditions météo ont conduit à déclencher des plans canicules dans les maisons de retraite. Exemple dans ce journal à Guyancourt avec Michael Elmidoro, Océane Bazir et Audrey Chaillot. Madame Huon, est-ce que vous voulez un petit peu d'eau ? Oh, c'est gentil. Oui, vous en voulez un petit peu ? Oh oui. D'accord. Hydratation régulière, ventilateur, volet baissé, cette maison de retraite de Guyancourt est passée en plan canicule depuis samedi dernier. Objectif, éviter les risques liés à la montée des températures qui atteignent cet après-midi près de 33 degrés. Le matin, ce que les filles elles font, c'est-à-dire les aides-soignantes, pendant la toilette, elles ouvrent les fenêtres en grand pour permettre de rafraîchir les chambres. Ensuite, elles referment les volets. Une fois que les toilettes sont finies, elles emmènent les résidents dans plusieurs pièces qui sont climatisées. La surveillance se fait 24 heures sur 24. Dès les premiers signes de fatigue, l'alerte est donnée. Quand on voit qu'un résident est un petit peu plus fatigué que d'habitude ou agressif par rapport à d'habitude, là on commence à se poser des questions, on essaie de l'hydrater. Si on voit que l'hydratation ne passe pas, on voit avec le médecin coordinateur ou le médecin traitant qui vient tout de suite auprès du résident et nous dit les consignes à suivre. Un encadrement qui satisfait les 91 résidents présents actuellement dans la structure. Pas trop mal, hein. On s'occupe bien de nous et voilà. Je suis pas seule alors, c'est déjà pas mal. On ne peut pas l'éviter vu le temps qu'il fait à l'extérieur. Non, là on est bien. Ce matin on m'a donné un prémisateur, la douche vous l'avez tous les jours, il n'y a pas de problème. Ce plan canicule devrait durer au minimum jusqu'à la fin de la semaine dans cet établissement. Les prévisions météo pour les prochains jours, le mercure est monté à 33 degrés aujourd'hui, demain 19 degrés prévu dès le matin. On va peut-être voir l'animation s'afficher à l'écran. Jeudi après-midi, 34 degrés sont annoncés. Les journées les plus chaudes toujours prévues pour vendredi et samedi. Samedi, on attend jusqu'à 38 degrés. En cette période, pensez à bien vous hydrater, à vous alimenter également, restez dans des endroits frais. Et c'est justement une bonne occasion de vous mettre dans un endroit frais pour faire les magasins. C'est le début des soldes d'été. La période des bonnes affaires se déroule jusqu'au mardi 6 août. Et justement, avec l'augmentation des opérations promotionnelles, les centres commerciaux outlet aussi, c'est toujours une période intéressante. Audrey Chaillot et Océane Bazir sont allés poser la question à quelques Yvelinois ce matin. Pour moi, les soldes, c'est pas pareil que ce que ça a été avant, du fait que maintenant, ils font la plupart du temps des ventes privées. Moi, j'ai constaté ce matin qu'il y avait moins de monde qu'à d'habitude. Vraiment, que ce soit Carrefour ou dans les magasins, il y a moins de monde. Tout le monde maintenant commence sur Internet et tout. Je ne sais pas si on peut dire que c'est toujours aussi important qu'avant, parce qu'avec l'explosion d'Internet, c'est sûr que ça a perdu de l'importance. Mais je pense que pour tous ceux qui aiment quand même faire du shopping, aller dans les magasins, ça reste quelque chose de précieux à leurs yeux.
Je pense que ça a perdu en importance, mais ça reste toujours, dans les magasins en tout cas, ça reste toujours important. Même s'il y a beaucoup de, je vous ai entendu parler de vente privée, ça reste important pour les gens qui ne sont pas forcément très accrochés à Internet et tout ça. Je pense à ma mère par exemple. Il n'est pas question pour elle de passer son été dans les magasins. Elle va s'élancer dans un tour du monde à vélo. Alice Thomas, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes de Bois d'Arcy. Vous allez effectuer avec les frères Thorin un tour du monde. Les frères Thorin que l'on connaît sur TV 78. Cette aventure, elle a un but, c'est sensibiliser à l'endométriose qui touche une femme sur 10. Est-ce que déjà on peut rappeler ce qu'est cette maladie ? Donc cette maladie, c'est une maladie qui touche exclusivement les femmes, évidemment. Ça survient à la puberté. C'est l'endomètre, en fait, qui est censé s'écouler pendant les règles, qui, au lieu de s'écouler, migre et va aller se fixer sur les organes vitaux. Il va les nécroser. Donc c'est très douloureux et très handicapant. Et pourquoi choisir justement de sensibiliser à cette maladie ? Je suis atteinte assez gravement de cette maladie. J'ai déjà été opérée à plusieurs reprises pour nettoyer les organes atteints. Et donc ça me paraît être le bon moment avec ce tour du monde à vélo de sensibiliser à cette maladie. Donc je soutiens l'association Endo France qui m'a fait un beau drapeau. Je roule contre l'endométriose et donc ça va me permettre de parler de l'association, de parler de ce qu'ils font et d'essayer de sensibiliser dans les pays que je vais traverser les femmes à cette maladie qui met bien souvent très longtemps à être détectée. On n'en parle pas assez aujourd'hui de l'endométriose. On en parle un petit peu plus ces derniers temps. Moi j'ai été opérée la première fois il y a 10 ans et je savais absolument pas ce qu'était cette maladie. Aujourd'hui c'est un petit peu plus médiatisé mais je pense que c'est encore beaucoup trop méconnu. Et le fait de faire ce tour du monde à vélo, est-ce que c'est aussi quelque chose d'important ? Pourquoi le vélo a une place importante pour moi, c'est important de montrer que ça a beau être handicapant au quotidien, on peut quand même vivre sa vie et vivre ses rêves. C'est un beau projet qui m'attend avec les frères Thorin et il n'était pas question pour moi de laisser la maladie m'empêcher de réaliser ça. Alors c'est dans moins d'un mois, vous allez rejoindre les frères Thorin, Guillaume et Kevin au Chili, qui sont partis dans un tour du monde, eux, pour 3 ans. Ils sont de Bois d'Arcy comme vous, mais je crois que vous ne nous connaissiez pas avant. Racontez-nous comment ça s'est fait, comment vous avez connu justement leur aventure et comment vous avez fait connaissance avec eux. Il y a eu un article sur eux dans la Gazette de la ville. On est rentré en contact assez rapidement, parce que je suis cyclotouriste moi-même depuis longtemps. Et on n'a pas réussi à se voir effectivement avant leur départ, donc ça a été assez frustrant pour moi parce qu'ils avaient l'air vraiment sympas. Et puis pendant mes vacances à moi, je me suis rendu compte qu'en fait on n'était pas très loin. Eux étaient à Santiago, à Saint-Jacques-de-Compostelle, et moi j'étais à Biarritz, donc à une journée de voiture en fait les uns des autres, et donc je les ai rejoints. Et vous avez fait un trajet avec eux de Saint-Jacques-de-Compostelle à Lisbonne, au Portugal. Jusqu'à Lisbonne, c'est ça, jusqu'au fameux vol du vélo. Et puis ensuite, moi je suis rentrée, j'ai repris mon travail, j'ai repris ma vie, ma routine. Et assez rapidement, après que je sois partie, on a décidé que j'allais aller les retrouver. Mais il fallait que je m'organise avec mon travail, avec mon appartement, que je pose un congé sabbatique, que je mette de l'argent de côté aussi, parce qu'un voyage comme ça s'invente pas. Donc on a décidé que je les rejoigne cet été. Donc, et vous allez les rejoindre du coup pour 10 mois cette fois-ci. Cet été, ça sera au Chili. Quel est le programme de ces 10 mois de voyage ? Je vais aller les rejoindre au Chili. Alors même encore aujourd'hui, c'est pas tout à fait décidé. On en parlait encore cet après-midi. On ne sait pas exactement où ils seront dans un mois. Donc pour l'instant, c'est encore un petit peu aléatoire. Et puis on va remonter vers le nord par donc la côte est, donc le Chili, la Bolivie, le Pérou, l'Équateur, la Colombie, le Panama. Alors après les pays de l'Europe centrale, je suis un petit peu moins à l'aise parce qu'il y en a beaucoup d'Amérique centrale, pardon. Ils sont assez petits, donc je les situe pas tous dans l'ordre. J'espère avoir le temps d'arriver jusqu'au nord du Mexique. Et puis après, arriver là, il faudra peut-être revenir travailler. Et du coup, la première expérience avec eux en Espagne, au Portugal, ça vous avait donné envie tout de suite de renouveler l'aventure ? On s'est tout de suite très bien entendu, on a été tout de suite très à l'aise les uns avec les autres. Il y avait même leur petit frère qui était là avec nous, donc on était 4 quand je les ai rejoints. Voilà, ça fait partie de ces rencontres qui font qu'on est bien, on est à l'aise tout de suite. Il n'y a aucune gêne, aucun problème, donc on va continuer.
Comment on prépare un tel voyage? 10 mois à vélo, vous disiez tout à l'heure, vous avez posé un congé, mais sur le plan peut-être physique, comment on prépare un tel voyage? Alors sur le plan physique, cette année, j'ai rien pu faire. J'ai été, comme je le disais tout à l'heure, réopérée de l'endométriose il y a quelques mois, donc ça a remis un petit peu en cause le départ aussi à un moment donné. J'ai fait du cumul d'emplois pendant toute l'année pour pouvoir financer mon projet. D'accord. Donc les semaines ont été très longues, les horaires ont été très longs avec le cumul des 2 emplois. Et donc j'ai eu beaucoup de mal à m'entraîner cette année, donc ça sera sur le fil. J'ai fait quelques week-ends cette année, je suis allée jusqu'à au Mont-Saint-Michel, je suis allée avec leur maman le week-end dernier sur les bords de Loire. Voilà, mais ça reste pas un entraînement comme il devrait l'être pour un voyage comme ça, mais ça viendra sur la route. Et le départ, il est fixé quand exactement? Le 24 juillet. Eh bien, on vous souhaite bon courage dans cette aventure. Merci Alice, Thomas. Et on pourra suivre, je crois, vos aventures sur votre page Facebook, Alice à vélo. C'est ça. Qui s'affiche en bas de l'écran. Merci d'être passé en plateau. Direction Maurepas à présent. Souvenez-vous, en mai 2015, le maire de la ville annonçait la fermeture du centre nautique en raison de sa dangerosité. Après plusieurs recours d'une partie de l'opposition qui souhaitait une réhabilitation, c'est bien une déconstruction puis une reconstruction qui se déroule actuellement. Ce matin, les pelleteuses sont entrées en action. Mickaël Elmidoro et Wilfried Richy. Après le désamiantage, place à la déconstruction. À Maurepas, les pelleteuses sont maintenant à l'œuvre pour faire disparaître toute trace du centre aquatique fermé depuis 2015 pour raison de sécurité. On pouvait réhabiliter, c'était possible, mais ça coûtait beaucoup plus cher et c'était, j'allais dire, irresponsable vis-à-vis des finances publiques, puisque de toute façon, on aurait été obligé à chaque fois d'entretenir, de refaire des travaux, puisque vous le voyez, la structure elle est complètement corrodée, les bassins n'étaient plus aux normes depuis 1981. Datant des années 70, l'équipement accueillait particuliers, associations et scolaires. L'attente avant de retrouver les bassins devrait prendre fin en 2021. Alors l'avenir de ce lieu, c'est un centre aquatique qui correspond aux besoins des habitants, moderne, beaucoup plus ludique et familial que ce qu'on a connu auparavant. On doit avoir un projet qui dure dans le temps, pour 30 ou 40 ans, avec des matériaux qui soient durables également, puisqu'on part certainement vers des bassins en inox qui n'ont rien à voir avec les bassins en carrelage que nous avons connus et qui causaient pas mal de fuites. Pour la déconstruction qui va se prolonger pendant l'été, 157 000 € ont été investis, un coût partagé avec la ville d'Elancourt. Elancourt qui financera aussi la construction de la prochaine structure, tout comme la région Île-de-France ou encore le département. Montant global 15 millions d'euros. Prochaine étape donc, le choix d'un concessionnaire privé en délégation de service public. Ce dernier aura 1 an pour réaliser la nouvelle piscine. À noter que 80% des déchets de ce chantier actuel seront recyclés, annonce le maire. Dans l'actualité locale aussi, la grève hier d'une vingtaine de professeurs du collège Blaise Pascal de Plaisir, rejoints par des fédérations de parents d'élèves. Ils dénoncent des dysfonctionnements et de mauvaises conditions de travail au sein de l'établissement REP de 600 élèves. Situation due notamment, selon eux, aux mauvais liens, mauvaises relations avec leur direction. Ils demandent d'ailleurs la restauration d'un dialogue. Un courrier a été remis aux services départementaux de l'éducation nationale. C'était il y a 100 ans, le traité de Versailles était signé le 28 juin 1919 dans la célèbre galerie des glaces du château de Versailles, signé entre les Alliés et l'Allemagne suite à la Première Guerre mondiale. Ce traité qui a été pensé dans des salons du Trianon Palace. Pour l'occasion, le Gordon Ramsay, le restaurant étoilé de l'hôtel, propose un menu spécial. C'est jusqu'en octobre et pour en parler, Frédéric Larquemin, bonsoir. Bonsoir Grégory. Vous êtes le chef exécutif du Gordon Ramsay au Trianon. Pourquoi proposer ce menu historique ? Je trouve que c'était très important de présenter un menu pour rendre hommage justement au traité de Versailles. Il se trouve que le traité de Versailles a été rédigé dans notre salon Clémenceau, qui est un salon historique que nous avons à l'hôtel Trianon Palace. Ça, on l'a peut-être oublié que finalement les grandes lignes de ce traité historique ont été pensées vraiment au Trianon Palace. Il y a tous les plus grands présidents qui étaient ici présents justement avec Georges Clémenceau lors de cette rédaction. Et vous le disiez dans un salon qui est nommé aujourd'hui au nom de Georges Clémenceau. Alors pour préparer ce menu, racontez-nous, je crois que vous êtes plongé dans les archives. Oui, plongé dans les archives, ouvrages, internet. On a réussi à trouver 2 anciens menus. On a pu voir que les chefs de l'époque ont pu... ce qui était important, c'était de montrer le lien fort qu'il y avait entre les 2 pays, les États-Unis et la France. Et on en a trouvé un de décembre 1918 et un de février 1919, qui était l'ouverture officielle de la paix. Et vous y avez découvert des choses intéressantes ?
Des choses intéressantes, oui. On s'est plongé justement dans ces archives pour extraire justement des plats qui ont déjà été faits à cette époque-là, et d'autres justement pour donner un clin d'œil aussi sur les spécialités françaises. Alors vous parliez du clin d'œil franco-américain, au lien franco-américain. D'ailleurs, le menu commence par des œufs brouillés aux pointes d'asperges, et ça c'est un menu qui a été, c'était un plat qui a été servi en 1918. C'est ça, décembre 1918. Le président Wilson est arrivé à Brest, et après, en arrivant à Paris, un repas officiel a été organisé, et c'était l'amuse-bouche. Donc nous, après, on l'a réinterprété avec nos méthodes, nos techniques, nos produits. Un hommage aussi au lien franco-américain avec le plat, le filet de sole à la Newburg, c'est ça ? Filet de sole à la Newburg également, qui était servi en décembre 1918. Et c'était le plat signature du Delmonico à New York, où le chef là-bas était un peu deux grands ouvrages étaient importants, c'était le Guide Escoffier et un autre ouvrage de Hafner qui était avec toutes les spécialités de l'époque aux États-Unis, The Epicurean. Vous disiez aussi hommage à la France, à l'histoire de la France, la poule de Houdan à la sauce soubise, qui était l'un des plats préférés de Georges Clemenceau. On lui a d'ailleurs consacré un reportage à cette poule de Houdan. On vous voit la cuisiner. Il y a aussi la célèbre bouchée à la reine. Bien sûr, les bouchées de la reine, qui est un plat qui a été créé à Versailles par Marie Lenziski, qui était l'épouse de Louis XV. Et nous l'avons retravaillé en lui rajoutant un peu de finesse, parce que c'est vrai que c'est un plat où on a tous beaucoup de souvenirs. Un plat assez lourd, il a fallu justement le rendre plus léger. Et en ce qui concerne la poule de Houdan, c'est important pour vous de cuisiner aussi des plats locaux, avec des produits locaux. C'était un produit qui était servi sur toutes les grandes tables de l'époque, il y a 100 ans. On a travaillé avec Éric Sanso, à commander les poules en amont pour pouvoir les servir à l'ouverture, à l'occasion du menu de la paix. Donc c'est une poule de Houdan, sauce soubise, qui était le plat préféré de Georges Clemenceau, travaillé par sa personnelle cuisinière, en fait, Marcel Boulin. On arrive au fromage, le compagnon des tranchées. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom ? Oui, alors ça, c'est la grande surprise. Compagnon des tranchées, en fait, il se trouve que les soldats, les poilus qui étaient dans les tranchées, on leur fournissait énormément de fromage. Il y a eu beaucoup de ruptures de stock de marchandises. Et le camembert, qui était méconnu, en fait, en France, a été le fromage qui a été envoyé, justement, aux poilus pendant la guerre, et plus de 1 million de fromages sont signés et envoyés dans les tranchées par mois, donc c'est plus de 400 caisses par jour, et voilà, nous on a revisité justement le camembert de Normandie pour rendre hommage à ce menu. Et ça part donc d'une anecdote assez intéressante. Et enfin, pour finir le dessert, vous êtes parti sur quoi pour cette touche sucrée ? La mazarine flambée à l'eau de vie, qui était un plat qui a été servi justement en février 1919. En regardant dans The Epicurean, c'est une variante en fait du baba au rhum. Et il y a ce lien justement avec les bouchées de la reine, parce que le baba au rhum, c'était le père de Marie Lenziski, qui adorait manger son kouglof avec de l'alcool. Donc voilà, il y avait un lien entre justement Versailles, un plat qui avait été servi à l'époque. Donc voilà, nous servons donc cette mazarine façon baba au rhum. Et donc c'est un menu qui est servi jusqu'au 31 octobre. C'était une volonté de faire durer ce menu hommage au traité de Versailles. Pour en faire profiter un maximum. Le traité de Versailles n'a pas été fait juste une journée. C'était un travail pendant plusieurs mois. Donc nous, c'était important aussi de justement offrir ce menu et que tout le monde puisse en profiter. Sur quelques mois. Et pour le prix, comptez 199 € par personne pour le menu, 294 € pour l'accord entremets vin. Merci Frédéric Larquemin. Je rappelle que vous êtes le chef exécutif du restaurant le Gordon Ramsay au Trianon. Visite officielle ce matin dans les Yvelines. Franck Riester s'est rendu à Saint-Germain-en-Laye. Le ministre de la Culture a effectué une visite des grands équipements et sites culturels de la ville. Au programme du déplacement, la salle de la Clé, le musée d'archéologie nationale et l'église de Saint-Germain, inscrite à l'inventaire des monuments historiques. La chaleur qui sévit dans les Yvelines, on vous en parlait au début de ce journal. La solution pour trouver de la fraîcheur, c'est peut-être d'aller au cinéma. Un nouveau multiplex a ouvert ses portes au centre commercial Parly 2, au Chénéro-Cancourt. 12 salles composent ce site, géré par le groupe UGC. Reportage de Michael Elmidoro et de Nicolas Dandry. Alors, il est comment ça au cinéma ?
Il est bien. Il y a 12 salles et c'est assez impressionnant en fait. Il est très bien, il est grand. Et les salles, on est bien assis, il y a des grands écrans et tout ça. C'est super, c'est impeccable, c'est propre, c'est immense, c'était super. Le salon, c'était parfait. Il est vachement moderne. C'est tout neuf, donc forcément, c'est super cool. Ce mercredi 26 juin est particulier au centre commercial Parly 2. En plus des nouveaux films de la semaine, un nouveau cinéma ouvre ses portes. C'est l'UGC Ciné-Cité Parly, 12 salles sur 3 niveaux avec une capacité d'accueil de 2200 places. On a un très bon rapport à l'écran, quelle que soit la salle dans laquelle on sera installé, avec une projection laser dans toutes les salles et du son 7.1, là également dans toutes les salles. L'objectif étant de pouvoir offrir aux spectateurs et aussi aux films, quel que soit le film dans la salle, les meilleures conditions de projection. La plus grande salle fait 347 places avec un écran de 18 mètres de base. Le chantier de cette construction a été lancé en 2017, l'aménagement du cinéma depuis novembre 2018. On arrive par un hall qui est complètement vitré, ce hall d'accueil qui nous permet d'arriver ensuite sur un foyer principal qui va desservir toutes les salles. On a 2 très beaux espaces d'attente. C'est un très bon emplacement, c'est un beau potentiel. C'est surtout qu'il y a aujourd'hui une attente très forte autour du projet. L'ouverture de cette structure, le retour du 7e art au Chénet-Rocancourt. En juin 2014, un cinéma de 5 salles installé sur le parking du centre commercial avait fermé ses portes. Et on reste au cinéma, la lumière qui revient. On reste au cinéma pour notre petit tour du mercredi dans les salles du territoire. Ce soir, la programmation du cinéma Les Yeux d'Elsa à Saint-Cyr-l'École est présentée au micro de Patrick Jacques de Dixmude. Au cinéma Les Yeux d'Elsa de Saint-Cyr-l'École, ce week-end, ce sera la clôture de la 9e édition du festival Les Yeux pleins d'étoiles. On vous attend nombreux évidemment avec plein de films et de nombreuses surprises. Et surtout, un film qui me tient particulièrement à cœur, Cyrano de Bergerac, qu'on vous présentera le vendredi 28 juin à 20h30, séance unique accompagnée par moi. Je me ferai un plaisir de vous expliquer pourquoi c'est un grand film. Alors évidemment, Gérard Depardieu, son prix d'interprétation à Cannes en 90, ce grand texte d'Edmond Rostand, une histoire vraiment formidable, une belle histoire d'amour, un grand moment à vivre en famille à partir de 10 ans. Ça sera des souvenirs pour toute la vie. Et nous continuerons dimanche 30 juin à 10h avec une séance très spéciale d'un ciné-conte dans le ciel. C'est une création originale des Yeux d'Elsa en partenariat avec Versailles Grand Parc. C'est une séance gratuite. Alors le principe est simple, c'est un spectacle hybride entre films, il y aura la projection de 4 films et spectacle vivant, puisque une conteuse, Charlotte Gillot, interviendra entre les films et fera de ce spectacle un moment magique, puisqu'elle lira en fait les histoires et on va vivre avec elle les aventures de Stella, l'étoile qu'elle incarne, dans sa quête initiatique. Ce sera donc le dimanche 30 juin à 10h au cinéma Les Yeux d'Elsa à partir de 3 ans et c'est une séance gratuite. Et puis cet événement qui nous fait revenir tout droit au 19e siècle, la 3e édition du pique-nique des peintres du Petit Moulin des Vaux-de-Cernay, lieu d'inspiration pour les peintres paysagistes. Retour avec Mickaël Elmidoro et Nicolas Dandry. Le bal au Petit Moulin des Vaux-de-Cernay, un retour aux traditions du 19e durant une après-midi du 21e siècle. Les outils agricoles, le lavoir pour nettoyer son linge, tout cela dans le cadre champêtre de la Haute-Vallée de Chevreuse. Il y avait des tablés à l'auberge qui étaient des tablés qui pouvaient réunir une bonne vingtaine, une trentaine de personnes en un seul jour, avec toute une série d'animations qui montrent ce qu'on faisait à l'époque du point de vue de la peinture, bien entendu, mais pas seulement, aussi du point de vue de la détente, puisque c'était un lieu aussi de visite, de détente. Le fait que ça soit complètement libre, complètement d'époque aussi, et convivial. C'est vraiment joli et la nature, elle est à l'état sauvage, ou enfin j'en sais rien, c'est vraiment joli et ça vaut le coup d'être peint. Le moulin et ses alentours, une source d'inspiration pour une colonie de peintres. Tout au long du 19e, romantiques, naturalistes et paysagistes se sont succédés. Dans les 800 peintres, il y a des têtes d'affiche comme Corot, Toulouse, mais aussi beaucoup de peintres étrangers qui sont venus à Paris au Grand Salon et qui profitaient du Grand Salon pour venir
à 40 km de Paris pour rester entre amis et aussi peindre des paysages magnifiques que vous trouvez dans cette vallée. On ne peut avoir que de l'admiration devant des paysages pareils. De toute façon, l'inspiration, elle vient par ce mélange de végétation, de minéraux et d'eau. Visiteurs et peintres ont déjà noté la date de la 4e édition en 2020 pour une nouvelle danse de nouveaux coups de pinceau auprès du Petit Moulin des Vaux de Cernay. Et avant de vous quitter, cette information avec les fortes chaleurs ces derniers jours, des communes des Yvelines ont choisi de fermer leurs établissements après en avoir informé le rectorat. Dans les Yvelines, 6 écoles sont concernées pour les journées de jeudi et de vendredi. Une à Saint-Martin-la-Garenne, 2 à Gargenville, 3 dans la commune du Perret en Yvelines. Un accueil des enfants sera assuré par ces mairies. C'est la fin du 7-8 journal. Dans un instant, le 7-8 débat. Comment développer l'engagement citoyen dans les Yvelines? C'est la question posée par Aurélie Ronze à ses invités. Belle soirée sur TV78.